Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer trois thématiques. La Chine, après la publication ces derniers jours des premières données conjoncturelles pour le mois d'octobre. La France, après les propos de François Fillon sur le budget. Et puis on parlera aussi de l'Italie, où le départ programmé de M. Berlusconi change assez sensiblement la donne. Sur la Chine, on est au début du mois de novembre, mais on a déjà un certain nombre de données sur le mois d'octobre. Première donnée importante, l'évolution de l'inflation. On le voit sur le graphique ici, 5,5% d'inflation pour le mois d'octobre en Chine. C'est moins qu'en septembre, qui était à 6,1%, et moins qu'au cours de l'été, où le taux d'inflation chinois était à 6,5%. Les raisons, eh bien, une moindre pression sur la partie sous-jacente, c'est-à-dire la partie sombre du graphique, dans le bas, un peu moins de pression à la hausse sur les prix, c'est important. Et puis deuxième point, des prix alimentaires qui ralentissent, c'est la partie en bleu ciel sur le graphique. La situation ralentit assez sensiblement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les données macroéconomiques, ce qu'on verra, ce qu'on évoquera juste après, ne traduisent pas des pressions supplémentaires, dont la partie sombre, ici, en bas du graphique, ne devrait pas repartir à la hausse. Ça, c'est un premier point important. Et puis, quand on regarde l'évolution du prix des matières premières alimentaires, eh bien, la pression reste plutôt baissière. Et donc, on doit imaginer que le taux d'inflation chinois, dans les mois qui viennent, sera un peu plus faible qu'aujourd'hui. Ça, c'est un point intéressant, notamment dans la mise en œuvre de la politique monétaire pour la Banque centrale de Chine. Si on regarde les données macroéconomiques, les données d'activité, trois éléments essentiels, l'évolution des ventes de détail, vous l'avez ici en variation annuelle. Ce qu'on constate sur ces ventes de détail, elles sont en volume, c'est-à-dire hors inflation, elles sont relativement stables en taux de croissance. Le taux de croissance est toujours élevé, mais il n'y a ni accélération à la hausse, ni rupture à la baisse. Et c'est ça, ce phénomène d'absence de rupture à la baisse, qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on évoque assez souvent sur la Chine la possibilité d'un hard landing, c'est-à-dire d'une rupture d'activité. On ne le voit pas sur la consommation. On ne le voit pas non plus sur l'investissement. L'investissement qui est sur une progression assez limitée, un peu en dessous de 25%, mais qui ne présente pas non plus de rupture. Et dernier point, sur la production industrielle, là non plus, on n'a pas de rupture. On est sur des rythmes d'activité forts, mais pas excessifs. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui quand on regarde la conjoncture chinoise. On a sur ces trois indicateurs clés, ces trois indicateurs importants, on a des rythmes de progression qui sont soutenus, mais sans excès, sans pression excessive sur l'appareil productif qui déréglerait les choses, ni ne présentant pas non plus de risque de rupture. D'ailleurs, quand on a regardé l'indicateur PMI sur le secteur manufacturier, cette enquête sur le secteur manufacturier en Chine, on est dans un environnement où l'activité est stable, voire en légère progression, mais très marginale au mois d'octobre. Donc on n'est pas dans cette phase, dans une phase de rupture. Alors c'est important pour l'environnement, ça crée moins de pression sur l'appareil productif, ça ne crée pas de risque de chute de l'activité rapide en Chine, et c'est pour les pays industrialisés quelque chose d'extrêmement important. Et puis ça donne des marges de manœuvre à la Banque de Chine, qui n'a pas l'obligation de durcir sa politique monétaire et qui, si on suit ses propos, aurait plutôt tendance ces prochains mois à être plus accommodant. Donc on a là une configuration de stabilisation de l'économie chinoise, une baisse des pressions sur les prix et une politique monétaire qui devrait être plus accommodante. Donc on est à une configuration intéressante. Sur la France, quelques points sur les propos de François Fillon sur le budget. On ne détaillera pas tous les éléments. Ce qu'on constate simplement, et c'est une inquiétude qu'on peut avoir quand on regarde la situation française, on a un environnement qui est fragile. On l'a évoqué à de nombreuses reprises dans ces vidéos. Quand on regarde les indicateurs sur la France, on voit des mouvements de ralentissement assez significatifs et on ne peut pas exclure qu'autour de la fin d'année, l'économie française soit proche de la récession. Donc là, on a quelque chose de préoccupant. Dans cet environnement, le gouvernement a fait deux hypothèses fortes. La première, c'est une croissance assez forte sur l'année 2012. 1% nous paraît excessif. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est que les mesures d'ajustement vont porter en grande partie sur les ménages et sur le consommateur. C'est-à-dire qu'on constate ces derniers mois que le consommateur a une dynamique assez faible, une dynamique de consommation assez faible. On le voit sur le graphique ici. On n'a pas de soutien fort de la consommation
Et les mesures qui ont été mises en œuvre et qui seront mises en œuvre par le gouvernement vont peser sur la fiscalité, puisque le barème de l'impôt ne sera pas indexé, donc les impôts vont augmenter, et puis la TVA sur la restauration et les bâtiments, tout ce qui est bâti, enfin bricolage, etc., va augmenter aussi. Donc toutes ces mesures vont peser sur le consommateur et dans un environnement peu dynamique. Et donc le risque, c'est que ces mesures pèsent durablement sur l'activité et fragilisent la conjoncture. C'est un risque qui n'apparaît pas aujourd'hui négligeable dans un environnement européen très fragile. C'est cette problématique-là qui me semble importante sur le budget. On est sur des objectifs qui sont un peu trop ambitieux en matière de croissance par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Et puis l'ajustement va porter essentiellement sur les ménages et donc fragiliser la dynamique de consommation qui est le cœur du modèle français ces dernières années. Sur l'Italie, troisième élément, deux choses à observer. La première, c'est une dynamique d'activité qui est très faible en Italie. On le voit ici sur le graphique. Vous avez l'indicateur PMI pour l'ensemble de l'économie, l'évolution en bâtonnet du PIB italien. On voit bien qu'il y a une rupture très marquée, donc les perspectives de croissance sont très réduites. On voit aussi ici, quand on regarde le graphique, l'écart de taux d'intérêt entre les taux italiens et les taux allemands. Et on voit une accélération très sensible. Alors cet environnement est fragilisé par la présence, le maintien, si je puis dire, de Berlusconi au poste de Premier ministre. Pourquoi ? Eh bien parce que Berlusconi, en tant que Premier ministre, a perdu en crédibilité. Il a pris un certain nombre de mesures qui n'ont jamais été appliquées. Et donc, les Européens ont un vrai problème avec l'Italie parce que les mesures qui sont mises en œuvre ne sont pas directement appliquées. Et donc, tout ce qui pourrait permettre de redynamiser la croissance italienne, de rééquilibrer à terme le budget, toutes ces mesures sont repoussées progressivement et de ce fait-là, la situation a tendance à se dégrader, surtout quand on a cette orientation opposée entre l'activité et les taux d'intérêt. C'est un facteur qui ne permet pas, qui fragilise en tout cas les finances publiques. Donc on est dans un environnement compliqué, c'est pour ça que la BCE fait pression. C'est pour ça que le G20 a fait pression sur Berlusconi au moment de la réunion de Cannes. L'objectif est de mettre en place un gouvernement qui permette de tenir la situation, qui prenne des engagements et qui s'y tienne pour que progressivement, eh bien, la BCE puisse agir de manière significative sur la dette italienne sans qu'il y ait ce risque qu'on appelle de hasard moral, c'est-à-dire de situation où, comme on sait que la Banque centrale européenne achète, le gouvernement italien peut faire un peu ce qu'il souhaite. La Banque centrale européenne ne veut pas rentrer dans ce dilemme. C'est pour ça qu'il est souhaité que Berlusconi s'en aille et qu'un gouvernement technique le remplace, qui prenne des engagements vis-à-vis des Italiens, vis-à-vis de l'Europe, et qu'il tienne ces engagements pour permettre enfin de résoudre une bonne partie de la crise européenne. C'est cette question-là qui est posée autour du départ de Berlusconi. Il a été mis en minorité lors du vote. Enfin, il n'a pas eu la majorité lors du vote sur le budget au début du mois de novembre. Et cette situation devrait l'inciter à partir. Normalement, il doit partir à la mi-novembre. Et de ce fait-là, la situation pourrait s'éclaircir assez sensiblement si on a effectivement un gouvernement d'union nationale en Italie et gouvernement qui prenne des engagements et qui s'y tiennent. C'est ce qu'on attend du prochain gouvernement. Et là, la situation pourrait évoluer assez rapidement. Je vous remercie.